Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale PEA dans laquelle je vais tout simplement te présenter mon portefeuille. Je passerai chaque ligne une par une et je te présenterai l'entreprise et je te l'analyserai. Tu comprendras donc pourquoi je suis rentré sur toutes ces sociétés. Assis-toi confortablement puisque dans cette vidéo je te présente les deux premières de mon portefeuille et donc il y aura une suite à cette vidéo, donc n'hésite pas à mettre un petit like si ça t'intéresse et t'abonner, ça me permettra de me motiver à te présenter la suite de mon portefeuille PEA. En attendant que tu t'abonnes et que tu mettes un petit pouce bleu, nous, let's go, c'est parti. La première entreprise dont je vais te parler cette semaine, c'est Amundi. Amundi, c'est une des lignes de mon portefeuille PEA, c'est une action française qui est spécialisée dans la gestion d'actifs. Je pense que tu connais, surtout si tu travailles dans une entreprise française et que tu as accès à un PE ou un PEG, c'est tout simplement de l'épargne salariale. Souvent, les entreprises françaises appellent Amundi pour gérer tout ce qui va être épargne salariale. Et donc, évidemment, ça fait partie de la gestion d'actifs. Et Amundi est le numéro 1 en Europe sur le secteur. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises européennes et surtout françaises passent par cette société pour gérer tout ce qui va être l'épargne de leurs salariés. Amundi est également présent dans 36 pays dans le monde, donc c'est pas une petite boîte, elle a un rayonnement qui est assez intéressant et elle possède plus de 100 millions de clients qui sont soit des particuliers, soit même des entreprises. Une entreprise, évidemment, c'est pas tout à fait le même budget qu'un petit client, un petit particulier qui n'a pas beaucoup de capital. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros. Et justement, elle a plus de 1800 milliards d'euros d'encours sous gestion. C'est tout simplement énorme. Elle fait donc partie des leaders mondiaux dans son secteur. Et ça, quand on va investir dans une société, c'est très important d'investir dans les meilleurs. C'est souvent eux qui rapportent le plus d'argent sur le long terme. Rentrons un petit peu plus dans le sujet et analysons complètement Amundi pour comprendre pourquoi c'est un bon investissement selon moi. J'ai récupéré les rapports officiels d'Amundi, je les ai analysés pour toi et je vais t'en faire une petite synthèse. Tu vas voir, c'est très intéressant. Premier point, c'est les commissions de surperformance. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des commissions que va prendre Amundi lorsque l'indice surperforme sur lequel on investit. Par exemple, Amundi propose un investissement sur le CAC 40. Si le CAC 40 explose à la hausse et dépasse par exemple 20%, un seuil qu'on aura fixé au moment où on a signé le contrat avec Amundi, et bien Amundi va récupérer des frais sur tous les gains qui vont être supérieurs à 20% durant une année. Et comme tu as pu le voir, en 2021, les actions, en tout cas le marché des actions, a beaucoup monté, a explosé à la hausse, et donc Amundi a gagné énormément d'argent grâce aux commissions de surperformance. Si on regarde un petit peu le graphique, en moyenne trimestrielle, Amundi était environ à 42 millions d'euros, et si on regarde 2021, le premier trimestre c'est 111 millions de gains, le deuxième 155 millions, et le troisième 90 millions. Donc on est largement supérieur aux 42 millions qui sont la moyenne avant 2021. Et donc évidemment, Amundi a fait beaucoup d'argent sur cette période, tout simplement parce que les marchés ont été très haussiers pendant une période assez longue, donc durant tout 2021. Autre information très intéressante, c'est la commission de gestion. Ça, c'est la commission que va toucher Amundi quoi qu'il arrive, que le marché surperforme ou même soit à la baisse. Dans tous les cas, Amundi va toucher ses commissions. Donc ça, c'est de l'argent sûr qui va rentrer dans la poche d'Amundi, donc c'est très important que ça reste stable, voire même que ça augmente. Et là, on voit bien que ça augmente, puisque par exemple, le troisième trimestre 2020, c'était 600 millions d'euros. Au T2 2021, c'était 689 millions. Et T3 2021, on est à 700 millions. Donc si on prend sur 3 trimestres, entre le T3 2020 et le T3 2021, on a une augmentation de 17% des commissions de gestion. Donc c'est plutôt intéressant, on voit que ça monte petit à petit. Et en plus, c'est une valeur sûre, donc évidemment pour Amundi, c'est tout bénef. La question intéressante qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que Amundi dépend des commissions de surperformance pour gagner de l'argent, ou est-ce que uniquement les commissions de gestion suffisent à faire croître Amundi au niveau du résultat net? Donc pour ça, j'ai fait un truc assez simple, j'ai divisé le résultat net d'Amundi en deux catégories. La première catégorie, c'est le résultat net sans revenus exceptionnels. C'est tout simplement les revenus récurrents d'Amundi. En orange, c'est tout ce qui va être exceptionnel, dont les commissions de surperformance. Au T3 2020, on avait 235 millions de résultats nets et c'était que des revenus récurrents pour Amundi. Au T2, c'était 276 millions de revenus récurrents, donc déjà c'est augmenté, c'est plutôt bon signe. Et cerise sur le gâteau, il y avait 70 millions de commissions de surperformance.
au T3 2021, c'est 303 millions de résultats récurrents, plus 30 millions de commissions de surperformance. Donc évidemment, on voit que ça augmente au niveau des résultats récurrents, donc ça c'est très bien. Et en plus, il y a des années où on gagne encore plus, enfin en tout cas Amundi gagne encore plus, parce qu'il y a des commissions de surperformance qui viennent s'ajouter aux revenus récurrents. Et ça c'est plutôt bon signe, parce que qui dit plus d'argent dit plus d'investissement, et qui dit plus d'investissement dit plus d'argent encore sur le long terme. Donc évidemment, les commissions de surperformance, ça fait des petits coups de boost de temps en temps qui sont plutôt sympathiques pour Amundi. Donc déjà, on voit qu'Amundi, c'est une société qui est très solide avec des revenus qui augmentent année après année. Par exemple, entre le T3 2020 et le T3 2021, donc sur un an, les revenus récurrents ont augmenté de 29%. Quand je dis 29%, je compte pas du tout les commissions de surperformance. Mais en plus de ça, Amundi a récemment racheté Lyxor. Lyxor, c'est la branche ETF de la Société Générale qui a été rachetée par Amundi. Et ça permet à Amundi de se placer de manière plutôt intéressante sur le marché de ETF en Europe, avec la deuxième position en part de marché. Si on regarde le petit graphique que j'ai récupéré directement de la doc officielle d'Amundi, le premier en part de marché au niveau des ETF, c'est BlackRock avec 44% du marché, c'est tout simplement énorme. Et en deuxième position, on aura donc Amundi plus Lyxor qui auront fusionné avec 14% des marchés. Lyxor avant était à 7,4, était troisième en position, et Amundi était cinquième. Ils ont fusionné, maintenant c'est devenu un mastodonte en Europe, et petit à petit ils vont se développer au niveau international et grappiller des parts de marché, je pense, petit à petit. En tout cas, avec ce rachat, Amundi donne un signal clair, c'est qu'il veut se positionner sur les ETF, et tu vas voir, les ETF, c'est un secteur qui est très dynamique en ce moment. Et justement, si on regarde le marché des ETF, en 2020, il y avait 878 milliards d'euros investis sur les ETF. L'estimation de 2025, c'est 1675 milliards d'euros, ce qui est une augmentation de 71%. Donc on comprend facilement pourquoi Amundi voulait se placer sur ce secteur, et ils l'ont fait en rachetant en plus une entreprise qui est déjà placée, donc ils ont déjà des clients et ils vont pouvoir se développer beaucoup plus rapidement que s'ils étaient partis de zéro. Et on voit que dans le futur, donc c'est très intéressant d'avoir acheté Lyxor pour Amundi. Pour finir sur Amundi, j'ai deux graphiques. La répartition du chiffre d'affaires par secteur et la répartition du chiffre d'affaires par classe d'actifs. C'est pour la société Lyxor qui appartient maintenant à Amundi. Pour les secteurs, on a 44% qui sont les asset managers. C'est pas étonnant d'avoir comme client des asset managers, c'est tout simplement des gestionnaires de fonds ou des gestionnaires d'actifs. Évidemment, ils achètent des ETF à Lyxor. 11% des banques en ligne, donc ça c'est plutôt très intéressant parce que les banques en ligne sont petit à petit en train de grappiller des places de marché aux banques traditionnelles, donc c'est toujours intéressant de les avoir comme clients. Les banques privées, évidemment 18%, et les institutionnels à 27%. Donc on voit que c'est pas trop mal réparti, évidemment on a une grosse part d'asset manager, c'est évidemment le client principal quand on vend des ETF. Si on passe maintenant aux classes d'actifs, on a 62% en actions, 23% en obligations et 15% sur d'autres secteur d'actifs. Évidemment, il y a beaucoup plus d'actions. Les ETF, souvent, ils sont basés sur des actions, même si maintenant on commence à avoir des ETF un peu plus exotiques, par exemple sur les crypto-monnaies, qui je pense sont compris dans les 15% d'autres. Mais bon, on a 62% d'actions, c'est évidemment la majeure partie des actifs de Lyxor, c'est pas très choquant, alors c'est pas très diversifié on pourrait dire, mais bon, de toute façon, quand on investit en bourse, la principale chose qu'on va acheter, c'est des actions, donc évidemment on est content quand des ETF sont basés sur des actions. La deuxième entreprise que je vais te présenter dans cette vidéo et que je possède personnellement dans mon portefeuille d'actions PEA, c'est Kering. Je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est le numéro 2 du luxe en France. Kering possède énormément de marques de luxe comme Gucci, Balenciaga, Saint Laurent et plein d'autres et fait énormément d'argent, donc c'est très intéressant d'avoir Kering dans son portefeuille, surtout que le luxe, souvent ils font des marges qui sont très bonnes, hein, très importantes, et en plus Kering commence à verser du dividende qui augmente chaque année de manière très régulière. Donc ça, c'est tout bénef. Dans le PEA direct, les dividendes qui tombent dans la poche, qui augmentent chaque année. Donc sur le très long terme, on a une action qui monte, des dividendes qui augmentent petit à petit. Donc évidemment, on gagne sur tous les tableaux. Juste avant de continuer sur Kering et de faire une analyse complète sur la société, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive à te faire des vidéos de ce genre-là. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça te permettra de ne pas rater la suite de mes vidéos, puisque je ferai d'autres vidéos
sur mon portefeuille en te présentant d'autres actions et te les analysant de A à Z. Active la petite cloche pour ne pas les rater, et ça me fait également super plaisir et ça me motive à continuer à te faire ce genre de contenu. Allez, let's go, on continue sur Kering et je vais te l'analyser complètement. On commence avec deux graphiques. Le premier, c'est la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique à gauche et la répartition du chiffre d'affaires par maison à droite. On commence par les zones géographiques avec 38% pour l'Asie, 28% pour l'Europe de l'Ouest, 21% pour l'Amérique du Nord, 7% pour le Japon et 6% pour le reste du monde. Donc c'est plutôt pas mal, on a une bonne répartition, une bonne diversification pour Kering au niveau zone géographique. Oui, l'Asie représente 38% du chiffre d'affaires, mais c'est la zone actuellement où le luxe se vend le mieux, donc c'est pas déconnant qu'elle représente une bonne partie du chiffre d'affaires, mais seulement 38%. Donc je trouve que au niveau zone géographique, c'est plutôt pas mal. Par contre, au niveau maison, c'est tout de suite moins bon. On a 59% pour Gucci, 14% pour Saint-Laurent, 9% pour Bottega Veneta et 18% pour les autres maisons que détient Kering. Donc on voit qu'en fait Kering, c'est Gucci. 59% de tout Kering, c'est Gucci. Donc on voit que si Gucci va mal, Kering va mal. Donc ça faut faire attention, parce que dépendre uniquement d'une marque, ça peut être dangereux. Un petit coup de mot pour Gucci, et c'est Kering qui vacille. Donc là, il faudra faire attention sur Kering. Lorsqu'il y a des articles qui sont pas très élogieux sur Gucci, on peut se poser la question de la santé de Kering derrière. Autre donnée à avoir en tête avant d'investir sur Kering, c'est la répartition du chiffre d'affaires par secteur. Et là, on a l'impression que c'est pas terrible non plus, puisque 52% du chiffre d'affaires, c'est de la maroquinerie. Ensuite, on a 20% pour les chaussures, 15% prêt-à-porter, 6% montres et joaillerie et 7% pour ce qui reste. Donc il y a une grosse dépendance vers la maroquinerie. Après, Kering domine quasiment le secteur. Avec LVMH, il se tire un peu la bourre. Mais bon, c'est pas déconnant du coup que quand on est très bon dans un secteur, on a une grosse part de notre chiffre d'affaires dessus. Et en plus, si on est bon et qu'on fait beaucoup d'argent sur ce secteur-là, ça nous permet d'investir et donc de s'améliorer et rester au top. Donc ça me choque pas trop que Kering soit dépendant de la maroquinerie, puisqu'en fait c'est tout simplement son marché principal. Et on voit en plus qu'ils ont les chaussures à 20% et le prêt-à-porter à 15%, qui compensent un petit peu tout ça. Donc au niveau des secteurs, ça me choque un peu moins, en tout cas beaucoup moins, que Gucci qui domine vraiment complètement Kering. L'information qui est primordiale à savoir selon moi avant d'investir sur Kering, c'est l'évolution du marché du luxe au cours du temps. C'est toujours intéressant de connaître l'évolution du marché sur lequel une entreprise est placée avant d'investir dedans. Si le marché augmente, l'entreprise va au moins suivre l'évolution du marché, donc va aussi augmenter ses ventes et augmenter son chiffre d'affaires et donc son résultat net, ce qui va souvent impliquer une augmentation de l'action. Si le marché baisse, c'est plutôt mauvais signe, c'est-à-dire que ça va être très concurrentiel, ou en tout cas de plus en plus, et ça va être difficile de tirer son épingle du jeu. Là, pour le marché du luxe, tout va bien, puisqu'on a une augmentation qui est assez régulière. En 2012, le marché total du luxe était à 207 milliards d'euros. En 2019, il était à 281 milliards. Évidemment, il y a eu une chute en 2020 à cause du coronavirus, mais dès 2021, ça devrait même dépasser le chiffre de 2019. Entre 2012 et 2019, on a 36% d'augmentation. Donc on voit que c'est un marché qui augmente petit à petit et Kering se laisse porter un petit peu par la vague et même essaie de gagner quelques parts de marché supplémentaires. Donc évidemment, quand on voit ça, ça donne très envie d'investir. En plus, dans le marché du luxe, on a des marges qui sont très élevées. Kering verse des dividendes qui augmentent chaque année de manière assez régulière. Donc évidemment, sur le long terme, on a un petit effet boule de neige qui est non négligeable et qui peut être très intéressant au bout de 10-15 ans d'investissement sur Kering. Voilà les deux premières actions que je possède sur mon portefeuille PEA. J'en ai plusieurs autres que je te présenterai dans d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche à côté qui permettra de rater aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche, 9h. Allez, salut!